1988, à Nagoya, au Japon, un homme rentre chez lui et entend un bébé pleurer. Sa femme était enceinte, mais elle n'a pas accouché. Ce qu'il va découvrir dans son salon, personne n'aurait jamais pu l'imaginer. La femme de Shinichi s'appelle Mitsuko Moriya. Elle a 27 ans, elle est mariée avec lui depuis 4 ans. Et tous les deux vivent dans un appartement modeste de Nagoya, dans un quartier résidentiel. Tout le monde se fait confiance. Pour vous dire, à ce moment-là, il n'y avait pas de digicode aux portes des maisons. Mitsuko ne travaillait plus depuis qu'elle avait appris qu'elle était enceinte pour pouvoir s'occuper de son bébé, mais au fur et à mesure, elle a commencé à trouver le temps long, elle s'ennuyait et s'est lancée dans la vente directe, la vente de produits ménagers d'une marque appelée Amway. C'est ce qu'on appelle du marketing de réseau, c'est un peu comme Tupperware où la femme invite des gens chez elle pour faire la démonstration de produits et espérer faire des ventes. Mitsuko invitait essentiellement ses voisines qui venaient prendre le thé, essayer les produits et papoter toute l'après-midi. Son terme était prévu le 13 mars, on est le 18, son bébé ne veut pas sortir. Son mari s'inquiète un peu de cette situation et comme tout mari attentionné, il l'appelle tous les midis pour savoir comment elle va, si le bébé se porte bien. Il lui ramène les courses tous les jours pour pas qu'elle ait à se fatiguer à sortir. Bref, il fait tout pour que sa femme se sente bien dans sa grossesse. Le vendredi 18 mars 1988, le matin, Mitsuko va à son rendez-vous prénatal. Tout va bien, les médecins checkent le bébé, elle rentre chez elle, son mari l'appelle, ils discutent comme tous les jours. Elle est extrêmement joyeuse, c'est ce que son mari rapportera, et malheureusement c'est la toute dernière fois où il entendra la voix de sa femme. À 14h30, une voisine remarque une voiture rouge garée devant l'immeuble, le moteur est toujours en marche, quelqu'un est à l'intérieur, mais elle n'arrive pas à distinguer le visage de la personne qui est dedans. 15h, c'est l'heure du décès estimé de Mitsuko, et dans l'immeuble, personne n'a rien entendu, il n'y a même pas eu un seul cri. À 15h10, un passant croise un homme qui dévale à toute vitesse l'escalier extérieur du second étage. L'homme était de taille moyenne, mais il ne se rappelle pas exactement de son visage, ce qui fait qu'il n'arrive pas à donner une description exacte de celui-ci. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a quitté le quartier en courant. À 15h20, une voisine de Mitsuko entend que quelqu'un est en train d'essayer d'ouvrir sa poignée. Elle se dirige vers la porte. Il y a un homme de l'autre côté qui lui demande si un certain Nakamura habite dans l'immeuble. Elle lui répond que non et l'homme s'en va. L'après-midi passe, à 17h, le mari appelle sa femme, personne ne décroche, il rappelle à plusieurs reprises, toujours rien. À 18h50, il panique. Il sait que sa femme est à terme, elle peut accoucher d'une minute à l'autre. Il quitte le bureau précipitamment et se dirige chez lui. À 19h40, il arrive devant son appartement et là, sa vie bascule à tout jamais. La porte est entrouverte. Déjà, c'est bizarre. Il la pousse. À l'intérieur, il fait noir complet. Il n'y a aucune lumière et le silence est assourdissant. Le premier truc que va faire l'homme en entrant dans la maison et qui va devenir suspect plus tard, c'est qu'il ne cherche pas directement sa femme, il ne l'appelle pas, il va directement dans sa chambre pour se changer, enlever sa tenue de bureau et se mettre dans une tenue plus confortable. Et c'est là qu'il va entendre un bruit étouffé, très faible, celui d'un bébé qui pleure. Il se fige, il marche vers le salon, il sent que le sol est mouillé, il allume la lumière et il découvre sa femme allongée au sol dans une mare de sang. Ce dans quoi il était en train de marcher, c'était du sang. Mitsuko a un câble électrique enroulé autour de la gorge et sur son ventre, il y a une incision verticale de 38 cm qui va de son sternum jusqu'au bas de son abdomen. La coupe est assez précise, on peut dire qu'elle a été faite avec un scalpel, ça a clairement pas été fait à la va-vite avec un couteau de cuisine ou autre. Et juste à côté de son corps, encore relié à elle par le cordon ombilical, il y a son bébé. Le bébé est encore vivant, il peine à pleurer et lui aussi a été blessé dans la manipulation. Il a 3 entailles, une derrière le genou, une derrière la cuisse et une au niveau des parties intimes. Le mari court chez le voisin pour appeler la police et là vous allez me dire mais pourquoi il n'utilise pas son téléphone pour appeler directement les secours? Eh bien la raison est plutôt horrible, je ne sais pas si je peux trouver un autre mot, tout simplement parce que celui qui a fait ça à Mitsuko a pris le téléphone de la maison, ses clés de voiture et un porte-clés de Mickey Mouse et les a fourrés dans son ventre.
Je suis désolée, hein, c'est un peu graphique, mais rendez-vous juste compte de l'horreur que c'est. Il a pris le téléphone, les clés et un porte-clés qu'il a mis dans le ventre d'une femme enceinte qu'il venait de vider. À 19h43, quand le mari appelle les secours, on va encore relever quelque chose de bizarre dans sa façon de faire. Il est extrêmement calme et au téléphone, il va juste dire « Venez vite, mon enfant vient de naître et il a besoin de soins ». À aucun moment, il ne mentionne ce qui est arrivé à sa femme. Les ambulanciers arrivent sur place. Quand ils découvrent la scène, ils sont sous le choc. Mitsuko est emmenée à l'hôpital, mais elle est déclarée décédée dès son arrivée. Elle a perdu beaucoup trop de sang. Et de son côté, le bébé, contre toute attente, survit. Il sort même de l'hôpital 2 semaines après, le 2 avril, en pleine santé. Le bébé qui a été extrait du corps de sa maman par son bourreau est encore en vie aujourd'hui. Il a 38 ans. C'est assez fou de se dire ça. Bon, à partir de là, la police d'Aichi prend le dossier et ils le prennent super au sérieux. Tout le Japon est en état de choc. En même temps, l'histoire est extrêmement choquante. Et la police mobilise, accrochez-vous bien, plus de 40 000 officiers au fil des années pour pouvoir travailler sur ce dossier. Des tonnes d'indices sont étudiés, plus de 500 témoignages sont traités et résultat, que dalle, rien du tout. Premier suspect, qui est plutôt logique dans cette histoire, c'est le mari. Il y a plein de trucs qui clochent avec lui. Déjà, la première chose qu'il a faite en rentrant chez lui, à savoir rentrer dans un appartement complètement éteint et ne même pas essayer d'allumer la lumière, rentrer parce qu'il s'inquiétait pour sa femme et ne même pas l'appeler et aller se changer directement dans sa chambre, c'est louche, on est d'accord. Deuxièmement, le fait qu'il soit extrêmement détaché de la situation, qu'il soit très calme, très posé, que ce soit dans les témoignages qu'il a donnés à la police ou durant les différentes interviews, ça le place assez facilement comme principal suspect. Mais cet homme a un alibi en béton. À l'heure du décès de sa femme, à 15h, il était au travail et il y a plusieurs de ses collègues qui peuvent l'affirmer. La deuxième suspecte dans cette affaire, c'est une amie de Mitsuko qui était venue lui rendre visite ce jour-là. Plusieurs personnes les ont vues ensemble, mais elle aussi, au moment de son décès, a un alibi en béton qui a été vérifié et elle est écartée. Troisième piste, les 2 hommes mystérieux que je vous ai évoqués au début de l'histoire. Le premier qui était dans la voiture rouge, le second, celui qui a demandé si un certain Nakamura habitait dans l'immeuble et celui qu'on a vu justement dévaler les escaliers. Ces 2 hommes n'ont jamais été retrouvés, tout simplement parce que personne n'a vraiment su décrire ce à quoi ils ressemblaient. Je vous ai dit qu'il y a eu une enquête colossale autour de cette affaire et dites-vous que des relevés ont été faits sur la scène dans l'appartement et aucune empreinte digitale n'a été retrouvée à l'intérieur. L'homme ou la personne qui a fait ça était extrêmement méthodique, on le voit déjà dans sa façon d'agir, et fait très attention à ce qu'elle a laissé derrière elle. On sait qu'il s'est lavé les mains avant de repartir, qu'il a volé le sac à main et le portefeuille de Mitsuko. Donc il n'était pas vraiment pressé par le temps, il n'a pas fait ça dans la précipitation. Le motif officiel qui a été partagé, c'est le vol, par ce que je viens de vous raconter. Mais très sérieusement, on sait tous que c'était juste une mise en scène pour détourner l'objet réel de ce qu'il a fait. Moi, je pense que cette personne-là, c'est une personne qui est dérangée et qu'elle a fait ça à Mitsuko dans un acte opportuniste. Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas qui lui a fait ça. La police pense que c'est quelqu'un qui a des connaissances médicales puisque l'entaille qui a été faite est plutôt bien faite. Donc soit une infirmière, soit un vétérinaire, un médecin ou peut-être même un boucher. Bref, quelqu'un qui avait des connaissances en anatomie et qui savait couper correctement. Et la grande question qui nous hante tous encore aujourd'hui, c'est qui lui en voulait au point de lui faire ça. Il y a 2 théorie un peu bizarre, assez populaire que je vais vous donner. La théorie numéro 1, c'est que c'était un copycat. 28 ans avant l'affaire de Mitsuko, dans la préfecture de Kochi au Japon, une collégienne avait vécu à peu près la même chose. Son ventre avait été ouvert verticalement et ses sous-vêtements avaient été fourrés à l'intérieur de ses entrailles. Le coupable a été retrouvé. C'est un pêcheur de 24 ans qui s'était enlevé la vie peu de temps après son arrestation. Le mode opératoire est très similaire. Donc, est-ce que celui qui a fait ça à Mitsuko s'est grandement inspiré de cette affaire et était tout simplement un copycat? Dans les années 90, une femme apparaît sur Internet. On en est au balbutiement du web japonais, c'est les tout débuts. Elle ouvre un site qui est dédié entièrement à l'affaire Mitsuko où elle prétend connaître l'identité du coupable.
Selon elle, en février 1990, 2 ans après l'affaire, un homme avait essayé d'entrer chez elle. Il habitait juste à quelques rues de l'ancien appartement de Mitsuko. Elle a dit qu'il était dehors en plein hiver, sans manteau, sans pull, sans rien. Elle a appelé la police. Et toujours selon elle, quand la police est déplacée, il lui aurait dit « Oui, on connaît l'identité de cette personne, on sait qu'il a un lien avec l'affaire de Mitsuko. On va placer des micros chez vous pour le coincer en flagrant délit. » Mais il n'est jamais revenu. Ce qui veut dire que selon son témoignage, la police d'Aichi connaissait l'identité du tueur, mais qu'il n'avait pas assez de preuves pour le coincer. Mais quoi qu'il en soit, c'est trop tard, puisqu'au Japon, sur ce type d'affaires, il y a une prescription de 15 ans. Donc même si on l'arrêtait aujourd'hui, on pourrait rien en faire. La loi a été abolie en 2010, mais pour Mitsuko, c'est trop tard. Le 18 mars 2003, à minuit pile, l'affaire Mitsuko Moriya a été officiellement prescrite. Et on ne saura très certainement jamais ce qui lui est arrivé ce jour-là.